Hello la LTN Team, bienvenue dans l'émission du jour dans laquelle je vais vous retracer les news de la semaine avec ma vision et également vous parler et vous dire pourquoi les ETF arrivent à grands pas avec vraiment des articles qui nous le montrent. Et bien sûr, je vais terminer par une partie graphique avec notamment une analyse d'un projet dont tout le monde parle sur Twitter, c'est Rio. Let's go! On commence donc cette émission avec d'abord l'annonce de MicroStrategy qui, hier, a acheté pour 16 130 bitcoins, donc au prix de 36 785 $. Ce qui est intéressant, c'est que le MicroStrategy achète toujours les bitcoins à peu près dans la même zone. On va regarder ici sur le graphique directement. Vous voyez la zone que j'ai mis en gris ici, gros support plus zone instit, et ben c'est tout simplement la zone dans laquelle MicroStrategy achète la plupart de ses bitcoins. Donc vraiment là ils les ont achetés un peu plus haut, mais on est vraiment sur une donnée intéressante. Ça veut dire que sûrement dans les cycles prochains, le bitcoin ne reviendra certainement plus en dessous de cette grosse zone que je dis comme zone institutionnelle. Je disais dans l'introduction que les ETF étaient proches. D'ailleurs, dans l'émission de dimanche dernier, je me mouillais un peu en disant que pour moi, les ETF devraient sortir au début janvier, donc sur les 10 premiers jours de l'année 2024. Donc c'est dans un mois désormais. Et on a eu des rumeurs, ou en tout cas on a eu des informations, notamment qui ont circulé sur Twitter, nous disant que il y avait des discussions entre les différents organismes qui désiraient lancer des ETF et la SEC, et que la SEC semblait de plus en plus ouverte. Ce qui est sûr, c'est que il ne s'agit pas de savoir si un jour les ETF vont sortir ou pas, c'est plutôt de savoir quand ils vont sortir. Ici, on apprend sur coins.fr que, en gros ici, les ETF Bitcoin font le plein chez les investisseurs. On parle même de 1,47 milliard de dollars sous gestion. Et c'est pas la seule entreprise vraiment qui est dans ce cas-là. Donc, il y a vraiment des signes qui montrent que les ETF sont très très proches d'arriver. Autre info, moi, qui me met la puce à l'oreille ici sur CoinDesk, Grayscale se prépare vraiment du coup à l'avènement de l'ETF Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont engagé un vétéran de l'industrie qui a 17 ans d'expérience dans l'industrie financière. Et ils l'ont vraiment embauché pour lancer du coup ce spot Bitcoin qui sera un ETF spot Bitcoin. Donc vraiment, on se prépare à l'arrivée sur de tous les côtés et dans toutes les grandes entreprises. Et ça, vraiment, c'est important de l'avoir en tête. D'ailleurs, autre chose intéressante, c'est que on a aujourd'hui le Bitcoin qui s'approche des 40 000 $. On a touché hier les 39 000 $. Pourquoi ? Comment on peut expliquer ce mouvement ? Il y a effectivement cette rumeur, on sait qu'on approche de l'arrivée des ETF. Donc, les gens qui ont des bitcoins, qui détiennent des bitcoins comme moi par exemple, 20, également comme CJ, et ben on garde nos bitcoins parce que à long terme, moyen long terme, on sait que la valeur du bitcoin va forcément augmenter avec l'arrivée de ces gros faiseurs, avec le halving qui arrive, avec aussi plus tard l'adoption de masse. Donc c'est pour ça qu'on garde ces bitcoins. Et le fait qu'on garde ces bitcoins fait également du coup que le bitcoin prend de la valeur, mais en plus de ça, on a les gros faiseurs dont je parlais notamment comme Grayscale qui mettent des liquidités sur le marché. Et le fait de mettre plus de liquidités sur le marché, forcément si après les liquidités se déversent sur les crypto-monnaies, en tout cas sur les actifs à risque, et ben forcément ça fait mécaniquement monter le prix. Donc vraiment on a plein de petits signes comme ça qui nous montrent que les ETF sont vraiment très proches. On est encore dans une fenêtre de tir, on en aura sûrement encore derrière, mais après il sera
entre guillemets, un peu trop tard. En tout cas, on retrouvera certainement plus des prix aussi bas qu'actuellement. En parlant de holder, il y a une donnée intéressante qui est sortie aujourd'hui, ici sur Cointelegraph. C'est que l'Ether compte désormais plus de holders que le Bitcoin. On a près de 72% des détenteurs d'ETH qui sont actuellement classifiés comme des holders. Okay, donc ils gardent leurs ETH, qui ne les revendent pas. D'ailleurs, j'ai des ETH que j'ai acheté à bas prix. J'en ai racheté également là pendant l'hiver crypto. Et effectivement, pour l'instant, je les hold parce que mes targets sont bien plus hautes que le prix actuel. Vous verrez tout à l'heure le graphique. Donc c'est une donnée intéressante parce que tout simplement, ça signifie que les gens ont toujours confiance en l'Ethereum, que le projet est solide. On se demande souvent si l'Ethereum ne sera pas dépassé par un concurrent, comme par exemple, alors c'est un projet que j'aime pas spécialement, mais comme par exemple Solana ou encore Polkadot. Mais visiblement, l'ETH est bien parti pour rester au moins le numéro 2 pendant encore quelques années. Avant de passer au graphique, je voulais faire un petit tour sur les news qu'on a eues cette semaine, les données macroéconomiques en tout cas qu'on a eu cette semaine, avec les chiffres. On a eu notamment les chiffres du PIB aux États-Unis. Je prends toujours, pour les nouveaux, je prends toujours les chiffres américains parce que c'est, pour moi en tout cas, le marché qui lead. Le marché américain lead le marché mondial. D'accord ? Si l'économie américaine va bien, en général, l'économie mondiale va plutôt bien également. Et au contraire, si elle va mal, le marché mondial est en chute, est en crise. Donc le PIB au troisième trimestre aux États-Unis est de 5,2%, donc est en hausse par rapport au précédent où on était de 2,1%. On l'attendait 4,9%, donc du coup on a un chiffre un peu plus supérieur, donc intéressant. Et on avait un deuxième chiffre qui était vraiment intéressant, c'était l'inflation, donc le PCE Core, donc c'est l'inflation mieux pondérée que le CPI, qui était attendu, lui, à 0,2% sur le mois d'octobre, et qui est ressorti à 0,2%, donc statu quo là-dessus. On verra tout à l'heure les réactions que cela a donné sur le marché. Et il y a eu hier en fin de journée pour nous, à 17h, la Fed qui s'est exprimée. Donc après avoir eu notamment les chiffres du PIB et les chiffres du PCE et des inscriptions au chômage, ils ont eux dit leur vision pour l'économie, en tout cas notamment les taux d'intérêt, parce que c'est ce qui drive un peu aussi sur le marché et les investisseurs sur le marché. Donc monsieur le président de la Fed, monsieur Jérôme Powell, a dit qu'il se laissait encore une porte ouverte, d'accord, pour remonter les taux si c'était nécessaire. Parce que voilà, on a des bons chiffres, on a l'inflation qui ne bouge pas, en tout cas, enfin, elle ne monte pas et elle ne descend pas, mais il n'est pas encore tout à fait rassuré. Donc, il sait qu'il faut encore des progrès pour un retour de l'inflation à 2%, donc ils prendront des décisions dans les réunions à venir. Avant de passer au graphique, je voulais juste faire une petite dédicace à quelqu'un que, si vous connaissez la crypto, que vous suivez la crypto, vous connaissez sûrement, c'est Crypto Goku il est à l'initiative d'une chose vraiment très intéressante, je trouve. Il a sorti un livre pour les enfants de 4 à 8 ans qui s'appelle Le Petit Satoshi et la création du Bitcoin, donc qui est une illustration qui va pouvoir permettre aux plus petits de déjà mettre un pied, de comprendre un petit peu ce qu'est le Bitcoin et la blockchain. Au niveau des graphiques, maintenant, on a du coup le dollar. Voilà ici en semaine, d'accord, en weekly. Vous voyez, il est en train de latéraliser, mais on voit là qu'il a cassé un gros niveau. Moi, j'attends toujours un peu plus bas, là. J'attends toujours une baisse au niveau des 100 points, et du coup, qui serait bénéfique aux actifs à risque. Les actifs à risque, on sait, souvent, on le dit souvent, les cryptos ne peuvent pas monter si les actifs à risque, notamment les indices américains, ne montent pas. On l'a eu sur les SP500, on était sur une zone que je trouvais
une zone de plafond, c'est-à-dire que je m'attendais, j'étais assez pas refroidi, mais j'étais prudent. J'étais prudent sur cette zone-là parce que pour moi, c'est une zone qui peut faire office de rebond, donc de rebond vers le bas, surtout que le dollar en début de semaine était ici sur la zone rouge où également il pouvait rebondir. Pour la semaine prochaine, je serai toujours un peu prudent, surtout que là on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse et qu'on est du coup à l'ATH de l'année. D'accord, on est au plus haut de l'année 2023. Donc je pense qu'il faut avoir une certaine prudence là-dessus, mais en tout cas, vous allez voir, le BTC, lui, du coup, suit bien également la courbe. Ici, on a également plusieurs semaines de hausse maintenant. Je suis un peu moins inquiet sur les cryptos. Alors en plus de ça, si l'ETF est validé là au courant décembre ou du coup début janvier, on aurait une grosse bougie verte qui nous amènerait ici dans les QG des vendeurs weekly. En plus, là, il est à 38 796 $ au moment où je vous parle. Et j'ai pas l'impression que le mur des vendeurs qui était ici aux 38 000 $ soit très très fort. Donc, effectivement, je pense qu'il y a la place pour aller au moins aux 40 000. Parce qu'en plus, il n'y a pas grand chose qui nous retient là-haut. Le TH, lui, est un peu moins fort. Il est un peu moins fort. Il est toujours bloqué ici aux 2100 $. Et vous le voyez, c'est ici, on avait été rejeté vraiment très fort avec une grosse bougie ici, une grosse bougie rouge, en tout cas grise chez moi, qui est venue annuler la bougie verte ici au mois d'avril. Et là, pour l'instant, on a des petites mèches. Il est en train de tester cette zone des 2100. Voilà, moi je suis assez prudent là-dessus. Avant de passer au Rio, je voulais vous parler du Doge dont j'avais parlé en début de semaine. Le Doge, je pense qu'il est à surveiller, à voir si le BTC continue à monter et également à voir ce que fait le TH. Mais là, on est sur une zone, s'il casse ici, s'il passe, on va aller plus haut. En plus, avec les nouvelles de SpaceX notamment, et toujours ces rumeurs qui font que le Doge pourrait être une monnaie d'échange sur Twitter. Je pense que voilà, ça peut être intéressant. Peut-être que le Doge va vraiment avoir une utilité dans les années à venir. Le Rio, du coup, alors le Rio, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto qui est sur un narratif relativement, on va dire, novateur et intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la tokenisation issue du monde réel. C'est-à-dire que, en gros, il donne la possibilité d'investir dans des biens immobiliers, donc des biens immobiliers réels, construits, donc une maison par exemple, ou un appartement, ou également dans le métaverse. Également permettre d'investir dans des actions et des private equities, et le tout sous forme d'actifs tokenisés qui utilisent la blockchain comme vecteur du coup d'investissement et de sécurité. Donc c'est vraiment un narratif, je trouve, moi en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment très intéressant. Et au niveau du graphique que vous avez ici sous les yeux, donc le Rio contre l'USDT sur la plateforme MEXC, je vous ai préparé des petits dessins. On a pour moi deux zones très intéressantes pour investir. On a du coup la première zone, ici c'est la zone de cassure entre 0,32 et 0,33 $. Si le prix revient là, pour moi, il faut y aller les yeux fermés, d'accord ? Après, il faut attendre bien sûr que le prix reprenne un peu de force avec une structure, comme par exemple ici en weekly, donc une structure en W qui montre que le prix retrouve un peu de force, retrouve un élan haussier. Et la première zone de tir ici, elle est sur le premier QG des acheteurs qui est entre 0,46 et 0,55. Là, c'est la première zone, donc moi, je mettrai une première cartouche ici et je garderai une seconde cartouche si on revient par là. En tout cas, une chose importante, on a eu, un peu comme sur le TAO, cette grosse poussée ici, où le prix est quand même passé de 0,14 centimes de dollar à 0,81 centimes de dollar, donc pratiquement un x8. On ne rentre pas dans un truc aussi vertical, on attend un retracement, même si, du coup, cela nous amène à investir un peu plus tard, un peu plus haut. Mais vous voyez, si je prends un exemple, si on descend un petit peu en time frame,
Ici, on a une bougie ici qui nous pousse vers le haut. Celle-ci, cette bougie-là. On le sait, la zone de cassure, donc c'était la zone a été facilement identifiable en weekly. Ici, en rouge, vous pouviez la tracer assez facilement. On peut rentrer sur cette bougie d'impulsion, aucun souci là-dessus. Le mieux, c'est quand même d'attendre un retracement, du coup, un retest de cette zone de cassure. On est venu retester quasiment parfaitement cette zone de cassure avant d'aller vers le haut. Alors oui, vous me direz, c'est facile de le dire après coup, mais c'est le genre de configuration que vous devez attendre pour investir. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures.